Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif 2018. Aujourd'hui, nous recevons la commune de Viroinval. Nous allons faire le bilan de cette législature. Alors à Viroinval, nous avons une tripartite au conseil. Je vous propose d'ailleurs de voir un petit graphique qui fait le point sur les 17 sièges du conseil communal. Alors, pour la liste pour a décroché 10 sièges en 2012, une majorité confortable qu'elle a décidé d'élargir à la liste Vous, qui détient 4 sièges. L'opposition est quant à elle composée de 3 sièges avec la liste Viroinval autrement. Alors, c'est d'ailleurs la première fois qu'on a une réelle opposition à Viroinval. On verra tout à l'heure comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on en a pensé. Voilà pour le paysage politique. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir les 6 invités qui participeront à ce débat. Alors, à mes côtés, nous accueillons Monsieur Jean-Marc Delizet, bourgmestre de Viroinval. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Voilà, à ses côtés, Alain Boucaud, président du CPAS, tous les deux de la liste pour. Voilà, nous accueillons également de la liste Vous, Madame Rocher et Monsieur Skellen, tous deux échevins à la commune de Viroinval. Et alors, nous continuons notre tour de table avec la liste Viroinval autrement, où nous accueillons Madame Lorge et Monsieur Premont. Bonsoir. Tous deux donc de la liste Viroinval autrement. Voilà, donc merci à tous d'être ici ce soir sur ce plateau. Avant d'entamer le débat, nous souhaitions, et j'imagine que vous aussi, souligner le travail effectué par Monsieur Bruno Buchet. Voilà, et donc tout de suite, je vous propose de nous replonger en images dans cette mandature passée avec ce petit magnéto. Au lendemain des élections de 2012, pas de grande surprise à Viroinval. La liste pour remporte la majorité absolue. Presque 6 ans après, voici venu le temps de faire le bilan de cette législature. Et malgré les finances, les projets sont allés bon train. On notera l'inauguration du nouveau centre administratif dans l'ancienne poste de Nîmes, mais aussi l'extension du parc naturel Viroin-Hermeton avec les communes de Philippeville et Couvin. Question énergie verte, citons la remise en fonction d'une roue hydraulique, le remplacement des éclairages publics par des LED et la signature à la Convention des maires. Et finalement, en termes de culture, nous n'oublierons pas la reprise du cinéma Le Chaplin. Voilà donc beaucoup de dossiers, de thèmes que l'on va aborder ce soir. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. Je vais vous laisser 10 à 20 secondes chacun pour noter cette législature, cette mandature qui s'est écoulée. Une note sur 10. On commence avec vous, Monsieur Delizet, une petite note sur 10 pour ces dernières années. 8 sur 10. 8 sur 10, Monsieur Boucaud. 7,5 sur 10. 7,5. Madame Rocher. 7 sur 10. 7, on descend un petit peu. Mais vous savez qu'on a un plan stratégique transversal à Viroinval et donc on peut se baser sur on peut objectiver en tout cas la cotation qu'on peut donner. Et je pense qu'effectivement, 8 sur 10, c'est quelque chose de correct. On sait qu'on n'a pas terminé tous les projets qui ont été commencés, mais on a encore quelques mois pour le faire. Et donc, je pense qu'on a respecté les objectifs qu'on avait fixés au départ de cette mandature. D'accord. Donc un 8 sur 10 pour vous, Madame Lorge. Malheureusement, je ne mettrai que 6,5. 6,5, d'accord. Et vous, Monsieur Premont? Donc je mets 6,5 aussi. 6,5 aussi. Bon, ça fait quand même, malgré tout, une bonne moyenne. Voilà, donc je vous propose qu'on entre maintenant dans le vif du sujet et qu'on parle un peu des finances. On sait que les finances à Viroinval sont fragiles. Il y a eu différents facteurs qui ont fragilisé un peu les finances de Viroinval. Est-ce que, du côté de la majorité, on peut nous expliquer un peu quelles ont été les difficultés financières cette législature-ci? Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite concernant Bruno Buchet, parce Oui. qu'au moment où on tire le bilan de la législature, je crois qu'il faut dire qu'il y a eu
un choc assez terrible qui est intervenu lors de l'accident tragique de Bruno et son décès 10 mois plus tard. Voilà, je pense que ça a beaucoup marqué, ça a amené une recomposition du conseil, du collège, mais surtout aussi la poursuite des dossiers, des chantiers, des projets. Et comme je l'ai dit lors des vœux, je pense que Bruno aurait apprécié de voir un peu ce bilan, le centre administratif, la Roi Hope notamment. Je pense qu'il aurait été heureux de voir qu'ensemble, on a poursuivi le travail, mais ça a vraiment marqué, je pense, à la fois les membres du Conseil et l'ensemble des concitoyens, et je pense qu'il faut le marquer. Alors après, on fait un programme, et puis les circonstances financières d'une commune, elles ne sont pas connues. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, dans 4 ans? Parce qu'on dépend d'éléments qui viennent d'autres niveaux de pouvoir. Donc on a été confronté au fait de recettes en diminution et de dépenses en augmentation. Quels ont été les facteurs principaux? Alors, par exemple, le fédéral décide un tax shift. Bon, en soi, c'est bien, on dit on va baisser les impôts, mais ça a un impact évidemment sur les finances communales. Et en même temps, ils ont augmenté la TVA sur l'électricité et pris d'autres mesures. Donc, finalement, on assiste à un glissement de fiscalité du fédéral qui se réduit un peu parce que l'impact est léger par citoyen. Mais pour les communes, c'est une moins-value qui a été évaluée à 137 000 € entre 2017 et 2021, par exemple. Mais pour une commune comme nous, c'est important. L'impôt des personnes physiques, on a aussi une réduction de 60 000 € chaque année. Donc tout ça a impacté notre budget de manière très, très sérieuse. Ça et d'autres mesures. Hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé du côté de l'opposition de la gestion des finances à Viron-Aval? Mais le problème est que c'est vrai que le budget est très serré, mais que malheureusement les citoyens se retrouvent avec un IPP au maximum. C'est 8,5 je crois, chez nous. De nouvelles taxes qui ne sont pas toujours bien ressenties par les citoyens. Évidemment, il faut boucher les trous. Et ce n'est pas toujours facile, on comprend. Mais disons que notre approche aurait peut-être été différente. Mais nous sommes dans l'opposition, donc nous n'avons malheureusement pas grand-chose à dire à ce sujet-là. D'accord. Monsieur Skellen? Oui, je pense qu'on a essayé de faire avec les moyens qu'on avait, et on a fait beaucoup de choses. On a essayé de maîtriser l'endettement. La dette de la commune de Viron-Aval diminue déjà depuis quelques années. Et finalement, le remboursement de la dette par rapport, je dirais, au budget global, mais c'est de 13%. Vous savez que dans les ménages, on accepte généralement pour un emprunt hypothécaire jusqu'à un remboursement possible de 33% des revenus du ménage. Donc nous sommes bien en deçà de cela. Et nous avons investi énormément dans des projets pour l'énergie. Les projets Ureba, c'est pratiquement 1,8 million € qui ont été investis dans les écoles, dans les salles. Et donc, on n'est pas resté sans rien faire. On a fait des réflexions de route. Et donc, malgré cette maîtrise du budget, je pense qu'on a mené à bien de grands projets pour la commune de Viron-Aval et pour nos citoyens. Justement, vous parlez de grands projets, de grands budgets. Donc, il y a eu un gros chantier qui s'est terminé pendant cette législature. C'est la nouvelle administration communale ici à Viron-Aval, à Nîmes. Financièrement, est-ce que c'était la meilleure idée? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu endetté pour l'avenir avec cette nouvelle administration communale? Alors, je pense que c'était considéré à un certain moment comme une priorité. Et on s'est donné le temps aussi d'amortir, je veux dire, cet investissement, parce que ce chantier, il a duré 7 ans. Entre l'acquisition du bâtiment à la Poste, qui était une belle opportunité à saisir, et le moment où on est entré vraiment dans le bâtiment, ça veut dire qu'on a concentré nos moyens d'investissement et donc les subventions de la région wallonne sur ce dossier-là. Et donc, on n'a pas fait autre chose pendant ce temps-là. Donc, je pense qu'on a limité les choses, mais on a aussi doté nos concitoyens pour de nombreuses décennies, et sans doute bien au-delà de la durée de remboursement de l'emprunt, d'une administration qui est moderne et qui est surtout accessible. Le château communal, l'administration y est restée un siècle, même avant les fusions de communes. Et après, ici, je pense que le principal problème du château, c'était l'accessibilité et le fait que ce n'était pas du tout un bâtiment opérationnel pour une administration. Puis on a fait la synergie avec le CPS, ce qui est important aussi, peut-être Alain peut en parler. Et puis on a eu de l'espace pour l'école communale. On a créé 2 belles classes bien spacieuses dans le château. Et puis du coup, on a pu emménager l'office du tourisme dans le moulin. Donc je pense que tout le monde s'y retrouverait au départ de ça, mais c'était aussi important pour le CPS. Oui, je pense que le CPS aurait dû reconstruire un bâtiment administratif qui lui aurait coûté au minimum 650 000 €. Et donc cette synergie qu'on a fait entre la commune et le CPS avec un bâtiment qui est vraiment pratique a vraiment beaucoup d'avantages. Et même si au départ, certaines personnes étaient un peu réticentes, je peux
Je pense que nous avons vraiment fait le bon choix et que maintenant, plus personne ne le regrette et que nous sommes toujours en synergie, mais tout en restant indépendants, CPS et communes. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. D'accord. Donc, on l'a vu ici, Aviron-Aval, il a donc fallu se concentrer sur des dossiers prioritaires pendant cette législature. Par exemple, peut-être le tourisme. On sait que le tourisme est un point qu'on développe pas mal à Aviron-Aval. Madame Rocher, qu'est-ce que vous pensez de cette volonté de miser sur le tourisme ? C'est une opportunité importante pour Aviron-Aval, me semble-t-il. Et un exemple type, c'est par exemple la finalisation du parc communal de Nîmes. Justement, je vous coupe juste maintenant parce qu'on a justement un citoyen qui nous a posé une question à ce sujet. Et je vous propose qu'on la regarde et qu'on continue avec vous juste après. Voilà, petit magnétique. Eh ben voilà, je demande si le parc sera bien terminé pour cette législature. J'espère. Voilà, alors une petite réponse à ce citoyen. C'est vrai que le parc de Nîmes est déjà créé depuis maintenant plus de 10 ans et que nous avons pu bénéficier d'un projet européen dans le cadre du PWDR sur l'infrastructure touristique justement. Et Nîmes étant ville d'appui des forêts du pays de Chimay, nous avons pu concrétiser la réalisation du parc de Nîmes pour les cascades et les fontaines. Dès 2018 ici, les marchés sont passés, nous allons pouvoir commencer en 2018 les cascades et les fontaines. Viendront après, fin de l'année 2018, je l'espère, l'implantation d'une plaine de jeux, parce que Nîmes ne dispose plus de plaine de jeux. Nous avons les jeux d'eau pour les enfants, mais une plaine de jeux répondait à une demande citoyenne, je pense, au niveau de Nîmes. Et donc, nous allons aussi implanter et rénover un bâtiment calcaire pour en faire des sanitaires. Il faut savoir que le parc de Nîmes, selon les estimations, c'est 20 000 visiteurs, qu'ils soient d'Aviron-Aval ou d'ailleurs, à l'intérieur de ce parc. Donc les sanitaires étaient les bienvenus et nous espérons qu'avec cette finalisation du parc, nous atteindrons très vite les 50 000 visiteurs qui auront, je l'espère, des retombées économiques sur les commerçants et les cafetiers des environs. D'accord. Du côté de l'opposition, M. Premont, cette volonté de miser sur le tourisme, on en pense quoi ? Mais tout comme le citoyen que vous venez d'interpeller, si je peux dire, certaines lenteurs quand même observées dans la réalisation de ce parc. Donc, on a fait le choix des cascades qui vont être mises en service probablement, mais les jeux d'eau vont être dans un état déjà assez pitoyable, puisqu'ils sont déjà très dégradés. Bon, quant aux toilettes, on trouvait que c'était quand même une utilité prioritaire et qu'on le met un peu dans les derniers travaux, alors qu'on se targue d'avoir, comme Mme Lejeune vient de dire, plusieurs milliers de visiteurs. Et donc, on ne peut pas... Donc ça devient vraiment nécessaire. Voilà, pour nous, ça aurait été une priorité de faire, même peut-être avant d'achever d'autres travaux. Surtout que malheureusement, notre village devient très mort. Oui, c'est dommage à dire, mais nous avons les rues principales qui sont au cœur du village, qui nécessiteraient une rénovation plus qu'urgente, je veux dire. La rue Bassidène, pour prendre un exemple, il y avait anciennement 14 commerces, il en reste 5. D'où des bâtiments inoccupés. Bon, la rue Vieille-Église et la rue Église sont dans un état assez pitoyable aussi, alors que c'est notre cœur de village. C'est quand même la plus grosse des communes, sans vouloir écarter les autres qui sont un peu plus petites. Mais c'est un peu là que le tourisme arrive, puisque l'office de tourisme est là, et disons, nous avons la roue et toutes ces choses-là qui les attirent en premier lieu. Donc on ne répond pas tout à fait à leur attente. Il y a encore des choses à faire, voilà. D'accord, Monsieur Skellen. Je voudrais dire simplement, sans polémiquer, que le parc de Nîmes, c'est plusieurs ouvriers, c'est 3 à 4 ouvriers qui travaillent pratiquement à temps plein pour pouvoir maintenir ce parc en état. Et je ne peux pas accepter d'entendre dire que les jeux d'eau sont déjà dégradés. Je pense qu'il y a un suivi de nos équipes pour pouvoir donner à ces jeux d'eau la possibilité d'accès en été comme il le faut.
On sait qu'on va encore amplifier les choses, hein, comme Françoise Rocher vient de le dire. Et donc, ça va devenir vraiment, c'est déjà un fleuron pour Nîmes, mais ça va devenir quelque chose d'encore plus attractif avec ces mouvements d'eau qui vont se faire tout simplement grâce aux cascades. Je vois que M. Delisée voudrait prendre la parole. Je pense qu'il faut quand même voir les choses globalement. Je pense que le parc de Nîmes est un succès. Je pense qu'il a beaucoup de succès auprès des visiteurs. Il a été inauguré en 2007, mais c'est vrai qu'en politique communale, dans la gestion communale, malheureusement, les dossiers prennent des années. Il faut par exemple des subventions. Donc ce n'est pas qu'on est lent, mais pour pouvoir aménager le parc de Nîmes, il fallait 450 000 € de subventions. Ils nous ont été notifiés en 2017. Donc, voilà, les travaux vont se faire. Et ce n'est pas parce qu'il y a des élections communales que les chantiers vont s'arrêter. Il y a une continuité d'une législature à l'autre. Parfois, on inaugure des travaux qui ont été initiés dans la législature antérieure. Donc, je pense que le parc de Nîmes est une bonne chose. Il est entretenu. On peut toujours améliorer les choses. C'est ce qu'on essaie de faire. Et il faut... allez, si on prend le développement rural, on a passé une législature à suivre un décret, à suivre une administration, à faire des consultations. Et on va seulement arriver avec une décision cette année-ci qui sera mise en œuvre concrètement dans la prochaine législature. Mais si on a obtenu les subventions, on est certain que ça va se faire. Donc, là, par exemple, la construction d'une salle à Aulois-sur-Viroin, par exemple, qui est le deuxième village de l'entité, ben voilà quelque chose qui se fera très certainement. Et à ce sujet-là, on n'en a pas encore parlé entre nous, mais puisqu'on faisait tout à l'heure l'évocation de Bruno Buchet, notre groupe pense que ce serait peut-être une idée de donner son nom à cette future infrastructure qui est attendue par les Olégiens. Mais il faut du temps, il faut un peu de patience. C'est une réalité quand on gère une commune. Ok, on parlait justement de parc. On ne peut pas passer à côté du parc naturel de Viroin-Hermeton et de son extension. On le sait, il n'est plus possible d'avoir un parc monocommunal. Il a donc fallu penser à une extension sur les communes avoisinantes. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de l'opposition de cette extension? On était pour? C'est une très bonne chose, hein. Je crois que nous sommes d'accord, excuse-moi Philippe. C'est une très bonne chose. Bon, nous avons une région exceptionnelle et ce parc va s'étendre au niveau naturel, puisqu'on le dit. Là, franchement, nous sommes tout à fait d'accord avec l'extension. Okay, sans regret. D'accord. Au niveau de la majorité, c'était une bonne chose aussi de voir une extension plutôt qu'un parc monocommunal, Madame Rocher? Oui, c'était très intéressant parce que le parc naturel, c'est avant tout un territoire. Il était monocommunal, il se limitait à Viroin-Val jusqu'à présent. Il va avoir 20 ans cette année 2018. Et donc, je pense que le parc avait maintenant une certaine maturité que pour pouvoir s'étendre et rayonner à l'extérieur. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les projets sont transcommunaux pour l'instant et les fonds européens ou les fonds subsidiants sont transcommunaux ou transfrontaliers, d'où l'intérêt de pouvoir s'étendre. Je le rappelle, vous vous êtes étendu avec Couvin et Philippeville récemment. Au départ, on voulait s'étendre aux 8 communes du sud de l'arrondissement de Philippeville et de la Botte du Hainaut qui couvrent la forêt du Pays de Chimay, donc le parc est coordinateur. Et 2 communes ont répondu favorablement à notre demande, donc Couvin et Philippeville. Et de ce fait-là, donc l'extension va multiplier par 4 le territoire et porter à 60 000 km² et 5 fois la population actuelle, donc environ 30 000 habitants. Il faut savoir qu'actuellement, le parc naturel, c'est de la conservation de la nature, comme on l'a dit, mais c'est tout aussi un portefeuille de projets qui nous permet d'obtenir des subsides pour le développement local. Et on a mis l'accent essentiellement sur les circuits courts aussi, le développement du savoir-faire local, le développement des artisans de la région, le développement des producteurs locaux. Et le marché du terroir, je pense, en est une bonne image. D'accord. Monsieur Delisée? Moi, je me réjouis de l'évolution de ce dossier au cours de cette législature. Pour la liste pour, c'était dans notre programme. Et soyons honnêtes de dire qu'en début de législature, notre partenaire était soit opposé ou assez réticent à cette idée. Mais les choses sont bien évoluées. On a fait le débat sans précipitation et aujourd'hui, on est enthousiaste et on est unanime. C'est une bonne chose. Je pense que la conservation de la nature, l'environnement ne s'arrête pas aux frontières d'une commune. On a des forêts, on a des rivières. Tout ça doit être traité ensemble. Et je pense que l'avenir dans ce domaine-là sera aux projets transcommunaux, voire aux projets transfrontaliers avec la France. Donc voilà, nous sommes en tout cas très heureux de cette évolution. Le Conseil était unanime, c'est une bonne chose. Et on va doter le futur territoire, parce qu'on ne sera vraiment opérationnel sans doute que l'année prochaine. Maintenant, le dossier est en attente
attendre une décision du gouvernement wallon qui ne saurait tarder. On aura un travail avec 3 communes et encore davantage de moyens, ce qui est une très bonne chose pour tout le monde. D'accord, je vois que M. Skellen voudrait intervenir. Je vous laisse vraiment que 10 ou 20 secondes. Pour avoir été président du parc naturel de nombreuses années, je veux dire que notre groupe était 100% pour l'agrandissement du parc, mais on avait peut-être une démarche, une méthodologie qui pouvait être différente et qui a été appréhendée différemment. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a jamais eu de soucis sur un agrandissement du parc naturel. Mais voilà, on n'a pas tout à fait la même méthodologie pour y arriver. Aujourd'hui, nous avons 2 communes qui nous ont rejoints, mais tant mieux. On espère qu'il y en aura encore d'autres qui viendront pour effectivement recouvrir tout le territoire de la forêt du Pays de Chimay. Bien, pourquoi pas, on verra ça dans le futur. Oui. Si je peux ajouter Oui, en 10-20 secondes aussi. Ajouter un petit mot, je ne serai pas long. Est-ce qu'on n'oublie pas, et on ne doit surtout pas oublier l'agriculture, qui est quand même une partie importante de notre région, qui est couverte par des milliers d'hectares. Donc, on ne doit pas oublier, parce que le parc naturel, c'est très bien, mais il engendre des contraintes quand même assez importantes pour les agriculteurs. Voilà. Aucune. Mais aussi un soutien. Et les 2 dernières initiatives du parc naturel sont par exemple le soutien aux agriculteurs pour la plantation de haies le long de leurs prairies ou des plantations d'arbres fruitiers. Donc ils aideront les agriculteurs à constituer des dossiers pour avoir des plantations dans leurs fermes ou le long de leurs prairies. Et une dernière expérience du parc naturel, c'est aussi avec les agriculteurs de la région, mais au-delà, puisqu'on va travailler avec la Chambre d'agriculture des Ardennes françaises pour créer ce qu'on appelle des fermes d'approche, parce qu'il semblerait qu'il manque d'ouvriers qualifiés dans les fermes actuellement. Et donc, on va travailler avec les plans de cohésion sociale de Viroinval, Couvain et Philippeville, donc le parc étendu, les agriculteurs de ces 3 communes pour avoir du tutorat. Les agriculteurs vont former de futurs ouvriers agricoles qui pourront rayonner et soutenir les agriculteurs qui en ont besoin. Je suis désolée, mais il va falloir qu'on passe au prochain sujet, autrement on n'aura pas le temps de voir tous les thèmes en revue. On parle nature. Je sais que Viroinval met un accent important également sur le développement durable. On l'a vu dans le magnéto, que ce soit avec le remplacement de l'éclairage public par des LED, la remise en fonction d'une roue hydraulique pour l'énergie verte, mais également la signature à la Convention des maires. Pourquoi c'est si important pour Viroinval de s'inscrire dans ce développement durable? C'est aussi une volonté qui remonte déjà à la précédente législature, en réalité, de s'inscrire effectivement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce ne sont pas seulement les sommets mondiaux, Trump, les Chinois et autres, c'est aussi ce qu'on peut faire localement. Donc, on s'est inscrit volontairement et cette législature a concrétisé ce plan d'action pour l'énergie durable. Nous avons été, je pense, la première commune de Wallonie à passer à 100% en LED dans l'éclairage public. Et si mes calculs sont bons, je pense qu'on va réduire en année pleine la consommation à environ 50%, voire un peu plus. Ça devrait être plus ou moins 300 000 kWh qui seront économisés par le passage au LED. Voilà, je pense que c'est un point très, très positif. Maintenant, on dit qu'on va donner des subsides à des communes qui vont investir en la matière. On l'a fait en 3 ans. Et je crois que la Roue à Aube était aussi un projet collectif qui tenait à cœur à beaucoup. Et Baudouin Skellen y a beaucoup travaillé avec d'autres. De dire aussi, on produit de l'énergie verte. On a aussi Daniel Coulonval qui a créé une station de biométhanisation agricole. Je voulais dire qu'on a 2 agriculteurs dans notre conseil communal, dont un a été président de la FOA, de la Fédération Wallonne d'Agriculture. Donc je ne pense pas qu'on ait oublié les affaires agricoles dans cette législature. Donc moi, je suis fier que notre commune puisse être montrée en exemple en la matière. Et maintenant, on voit qu'au niveau du bureau économique, SMH dit l'ensemble de l'arrondissement devrait être comme Viroinval, un territoire où on travaille à l'énergie durable et au développement durable. Au niveau de l'opposition, on trouve que c'est une bonne chose aussi d'investir dans le développement durable, Monsieur Cremont? Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La roue hydraulique, c'est très bien, mais elle a eu quand même un coût assez élevé. Et donc, on ne retire pas le côté attractif. Mais d'un autre côté aussi, c'est un peu une nuisance pour les voisins. Ça fait quand même un bruit très répétitif qui n'est pas très agréable pour eux. Bon, concernant le LED, c'est très bien aussi. Malheureusement, comme vous en avez parlé, on perd les subsides. Mais on a été proactifs, si on peut dire, nous avons profité plutôt que les autres. Monsieur Skellen?
Simplement, sur la route du Moulin, je dirais simplement qu'on a eu vraiment un partage public-privé et que les services travaux ont pu montrer leur excellence dans ce travail parce que tous les services ont fonctionné, que ce soit l'électricien, que ce soit le peintre, que ce soit le gros œuvre par la voirie. Donc on a limité les coûts et c'est un projet qui est finalement rentable dans 8-10 ans en fonction de la production qu'on aura. Mais je pense que l'investissement, comme notre bourgmestre l'a dit, au niveau du développement durable, il était au-delà, je dirais, de ce côté symbolique, parce que la roue, finalement, elle va permettre de diminuer la facture énergétique du centre culturel de moitié, mais c'est en plus. Par contre, on a fait vraiment un effort extraordinaire au niveau du projet Ureba. Dans toutes nos écoles, pratiquement, on a remplacé des châssis, on a remplacé des chaudières. Même chose pour des salles communales comme le centre culturel, qui était quand même un gros consommateur d'énergie. On a remplacé l'éclairage LED, on a fait une isolation de bardage extérieur, on a remplacé tout ce qui est le système de double flux pour la ventilation. Donc, on a fait des efforts énormes par rapport à cela et je pense que ça permet à la fois un plus pour notre environnement, mais ça permet aussi de bien cadenasser les finances communales et les dépenses. On le voit dans le budget, on a une diminution des dépenses globales qui sont de 5% dans notre budget. Donc je pense que c'est important de continuer dans ce sens-là pour le respect de la nature et pour l'économie de notre région. Le montage financier de la roue à eau est exceptionnel. Il va coûter très très peu finalement aux finances communales. Au-delà de l'objectif qui est atteint. D'accord. Madame Rocher, vous vouliez prendre la parole? Oui, simplement pour dire qu'en effet, Viroinval a adhéré à la Convention des maires, ce qui veut dire que nous avons fait, tout au long de cette législature, un programme d'action d'énergie durable, de développement durable, pour réduire les émissions de CO2, diminuer la facture énergétique et augmenter vraiment les moyens durables au niveau de la commune. Des efforts, on vient de le dire, ont été réalisés et dans le cadre de cette analyse, de ce diagnostic de la situation énergétique de notre commune, il faut dire que maintenant, les efforts sont à réaliser aussi par les citoyens. On sait que notre bâti est ancien. Et il faudrait vraiment que le citoyen isole le bâtiment qu'il occupe ou construise de manière plus durable aussi. Et un moyen que nous avons trouvé pour sensibiliser les citoyens à isoler leurs bâtiments, c'est à faire une thermographie. Des habitations. Et donc, c'est le dernier défi que nous nous sommes lancés en termes d'économie d'énergie au niveau de Viroinval, c'est d'inciter le citoyen par une thermographie aérienne de leur habitation. Cette année ? Elle sera faite cette année et donc chaque citoyen, et je les rassure, c'est une thermographie aérienne, donc ce sont des photos des déperditions de chaleur de leur maison et pas de l'espionnage industriel. Donc il faut rassurer les gens, les données seront tout à fait confidentielles et il faut d'ailleurs les retranscrire pour qu'elles soient compréhensibles pour monsieur tout le monde. Et donc nous allons faire un effort aussi de sensibilisation à ce niveau-là pour que le citoyen vraiment entreprenne lui aussi des démarches durables en termes d'économie d'énergie. D'accord. Parfait. Voilà, je vous propose de passer au sujet suivant. Écoutez, c'est ce magnéto qui va lancer le sujet. Comment peut-on faire pour ne pas faire fermer les petits magasins de Nîmes ? Alors voilà, je pense que la réponse que vous allez donner ce soir va intéresser pas mal de monde, de citoyens et de commerçants à Viroinval qui s'inquiètent avec la venue de cette nouvelle enseigne à Nîmes. Qu'est-ce que, monsieur Delizet, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette dame? Je pense qu'il y a une tendance lourde, malheureusement, à la disparition de petits magasins. J'avais fait l'étude sur 20 ou 25 ans. Quand on voit les magasins, on avait X librairies, on avait X stations-service, on avait beaucoup de magasins de toute nature, épiceries et autres. Il en reste beaucoup moins, indépendamment d'ailleurs de l'ouverture d'un magasin il y a quelques mois. Bon, une entreprise a décidé d'implanter un commerce de moyenne surface. Je pense que nous essayons de dynamiser nos villages avec l'Office du tourisme, avec une série d'initiatives. Et il y a aussi évidemment le fait que l'offre s'adapte à la demande.
les commerçants, par exemple, la production de producteurs locaux, de produits de qualité, ont aussi une clientèle. Donc, à la fois, on a un magasin d'une moyenne surface qui ouvre ses portes, on a des magasins bio qui ont ouvert leurs portes récemment aussi. Il y a des fermetures et il y a aussi des ouvertures. Il y a eu un deuxième magasin bio à Aulois, il y a une pâtisserie-boulangerie bio à Mazé. Et voilà, je pense que l'offre s'adapte à la demande. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de soutenir le commerce et de le promouvoir. Justement, comment on pourrait faire ça, le soutenir, le promouvoir et aider ces commerçants qui s'inquiètent pour leur avenir? Je ne sais pas, M. Skellen. La commune, déjà, grâce au bras armé du parc naturel, a lancé effectivement les marchés du terroir, où là, on réunit évidemment des producteurs locaux et on leur donne une vitrine. Jean-Marc l'a bien exprimé, on voit qu'il y a un courant fort vers des circuits courts et ce courant se réalise grâce à l'ouverture de magasins bio. Donc on peut nous aider à travers des permis d'urbanisme, on peut aider au niveau des démarches administratives, mais on ne sait pas faire le job à la place, je dirais, des commerçants. Donc je pense qu'il faut effectivement se réinventer. On voit que dans les grandes villes, il y a un courant profond vers la proximité. Donc je pense qu'il y a toujours une carte à jouer par rapport à cela, mais il faut pouvoir réinventer son enseigne, il faut pouvoir être proactif par rapport aux demandes des clients. Et on va effectivement vers une alimentation qui est plus saine, on va vers des producteurs qui sont plus localisés, plus petits. Donc c'est dans ce créneau-là que je pense qu'il y a des choses à faire. D'accord. Madame Lorge, vous en pensez quoi? On n'est pas en train de tuer un peu le petit commerce à Viron-Aval? Mais le petit commerce se tue depuis des années. Et c'est vrai que si on regarde sur 20 ans le centre de Nîmes, bon, il y a beaucoup d'enseignes qui ferment. Et c'est ça que tantôt Philippe parlait de la tristesse, je vais dire. Quand on entre dans Nîmes, on entre par la rue Bastiden et il y a un bâtiment sur deux qui est vide. Et ce n'est pas une belle image, mais franchement, comme dit Baudouin, c'est un peu aussi des commerçants eux-mêmes que ça doit venir. Bon, on a une librairie, vraiment c'est un gérant, enfin un propriétaire je crois, vraiment actif, il essaie de renouveler, il rend un tas de services. J'ai l'impression que cette librairie fonctionne bien, mais il est vraiment dynamique. Et donc, il faudrait pouvoir avoir plus de personnes comme ça, parce que franchement, moi j'habite Nîmes aussi, donc je suis plus proche de ça. On arrive dans un spectacle assez triste avec des chancres comme des hôtels, restaurants qui ferment, on ouvre à tout vent, ou même des SDF peuvent s'installer à la limite. Donc, mais il faut vraiment... Voilà. Un élan venu du commerçant. Oui, dites-moi. Une petite réponse, simplement. Il faut dire aussi que par rapport à tout ce qui est Horeca dans le centre du village, c'est quand même là, je veux dire, le plus grand chancre qu'on a dans le village. C'est quand même aussi par rapport aux loyers qui sont demandés aux commerçants. Quand on se rend compte actuellement que des loyers approchent les 2 000 €, on peut se demander comment est-ce qu'un commerçant peut continuer à subsister dans une situation hivernale où il n'y a pratiquement plus que les locaux qui sont là. Donc là, ça devient compliqué, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que, voilà. 30 secondes, oui, faites. En fait, il y a un café qui essaye de survivre, le Mas des Fagnes. Le locataire ne reste pas 1 an parce que, justement, les loyers sont extrêmement chers. Mais là, c'est le propriétaire de l'immeuble. Un rapport avec la commune. D'accord. Je vous propose de passer au prochain thème. Je sais que la culture est un point important que l'on développe également à Viron-Aval. Je vous propose de l'entamer avec ce petit magnéto qui s'appelle « L'œil de l'artiste ». Petit-fils de sabotier et fils de menuisier, André Févry est tourneur sur bois. C'est dans son petit atelier qu'il aime se retrouver pour vivre sa passion. Autodidacte, André sculpte le bois pour le transformer en objet et œuvre d'art. C'est d'abord imaginer quelque chose de beau, de prendre la matière, les outils et la concrétiser. C'est une façon de donner du bonheur aux gens. Qui est gratuite et qui peut s'appliquer à beaucoup de choses. À l'occasion de cette visite, nous avons donc demandé à notre artiste la question qu'il souhaiterait poser à ses élus communaux. Dans l'intérêt de tous les artisans du terroir, je trouve qu'il serait peut-être intéressant d'avoir un lieu permanent d'exposition qui soit lié soit à l'office du tourisme ou à indépendant, où les gens qui viennent visiter notre belle commune peuvent rencontrer le travail de tous ces artisans.
Alors, brièvement, est-ce qu'on a je pense que ça ne nécessite pas un débat, est-ce qu'on a une réponse à donner à cet artiste, Madame Rocher? Je pense qu'au niveau du prochain PCDR, on pourra y répondre de manière adéquate, puisque une demande des citoyens est justement d'avoir une maison de l'artisanat ou de l'artisanat d'art implantée à Viroinval, afin de mettre en valeur toutes les productions et les œuvres des artistes locaux. Et donc on va s'atteler à ce projet. Qu'on souhaiterait voir au rez-de-chaussée de la Maison des Baillis, qui est accessible pour les PMR aussi, et donc qui permettrait à tout un chacun qui le souhaite de pouvoir voir les artisans et leur production au niveau de la Maison des Baillis à Nîmes. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur aussi. Parfait, je pense qu'ils seront heureux de le savoir, Monsieur Delizet. Il y a un foison d'activités culturelles, je pense, à Viroinval. Le premier point, c'est de dire nous avons un centre culturel dont le bâtiment a ouvert ses portes il y a presque 20 ans, qui est reconnu. Donc, déjà, un premier enjeu, c'est de garder la reconnaissance. Il est à la fois régional, il est à la fois local. Tout ça nous préoccupe beaucoup d'en maintenant avoir un dossier de reconnaissance future. Je pense que dans le domaine de la culture, vous avez tout à l'heure parlé du cinéma Chaplin. Je pense qu'à un certain moment, on a eu l'information que ce cinéma allait fermer ses portes. Donc on a voulu jouer le film, non pas il faut sauver le soldat Ryan, mais il faut sauver le ciné Chaplin, ce qui a été fait. Je pense que c'est une très bonne chose. On a instauré les concerts au château, il y a Action Sculpture, il y a beaucoup d'initiatives avec l'Enviroin, qui devient maintenant quand même aussi un journal toute boîte avec les associations, la présentation des villages, les plateformes citoyennes pour les commémorations, le théâtre avec les enfants pour parler de ces commémorations. Donc beaucoup de choses sont proposées au niveau du centre culturel et on doit en tout cas continuer cette politique et garder bien sûr le centre culturel comme pilier, comme acteur principal de cette politique. Parfait. Alors, avant de continuer et de passer à la question qui fâche, je vous propose de faire un petit jeu. Ce jeu s'appelle Promesses tenues ou non. Voilà, en fait, on a repris des promesses qui ont été faites lors du débat de 2012. Et je vous propose de voir la première tout de suite. Je vous explique comment on joue juste après. Nous avons une crèche à Viroinval, mais les normes de l'ONE font que ce bâtiment n'est plus aux normes. Cette crèche a été reprise par le CPAS et une des priorités de notre liste, c'est la construction d'une nouvelle crèche pour pérenniser ce service et la compléter par une offre d'accueil extrascolaire pour les 3-6 ans, les 6-12 ans et comme ça donner un maximum d'outils à nos demandeurs d'emploi pour aller vers l'emploi. Alors que diriez-vous? Promesse tenue? Oui, non? Ceux qui sont d'accord pour dire que la promesse a été tenue, levez la main. Oui, bon, c'est tout le monde, on est unanime. Justement, je voudrais interroger Monsieur Boucaud sur le sujet. Oui, comme Jean-Marc l'a rappelé tout à l'heure, en politique, il faut parfois de la patience. Et c'est vrai que pour la crèche, c'est un dossier qui était très long. Donc nous avons maintenant, en tout cas, le permis de bâtir est rentré. Donc nous espérons l'avoir au plus tard pour fin mars. Et donc le cahier des charges pourrait être lancé et les travaux pourraient commencer fin 2018. Donc cette crèche sera située à Aullois-sur-Viroin. Et au lieu d'avoir une capacité de 12 personnes, nous aurons une crèche de 18 personnes. Donc on se rend bien compte que c'est vraiment indispensable dans notre commune, même si nous continuons toujours à soutenir les gardiens encadrés, parce que c'est vraiment un complément pour nous. Mais on se rend compte qu'actuellement, avec la maison d'accueil de petite enfance à Aullois et les gardiens encadrés, nous avons 20 places de disponibles pour une population de plus de 200 enfants de 0 à 3 ans à Viroinval. Donc passer à augmenter un peu, je pense que c'est vraiment indispensable. Et donc nous avons pu bénéficier du plan Cigogne 3. Et donc maintenant, tout est en ordre, nous pouvons continuer. Nous aurons une subvention qui pourrait atteindre les 80%, et donc c'est vraiment indispensable. Et c'est vrai que cette crèche va avoir un coût, ça je ne peux pas le nier, mais donc je pense qu'elle ne sera autour d'une trentaine de milliers d'euros par an, alors qu'actuellement, pour 12 enfants, nous payons déjà 24 000 euros. Donc je pense que le jeu en vaut la chandelle. À un moment donné, le bâtiment n'était vraiment plus adapté. Nous avons une obligation de transformer. Nous allons avoir un outil tout neuf et bien équipé, et bien situé au centre du village de Viroinval. D'accord. Et au niveau social, de manière plus générale, au niveau des CPS, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cette législature n'a pas été très simple pour les CPS, Viroinval comme autre part. On a vu le nombre de revenus d'intégration augmenter, l'exclusion chômage. Et donc une des problématiques chez nous reste, à mon avis, en tout cas le logement.
qui n'est pas toujours... On peut avoir l'impression parfois qu'on a un beau bâti, mais ces logements, comme François a pu le rappeler, sont très énergivores. Et donc les propriétaires font les travaux pour chez eux, mais quand c'est pour louer, c'est plus compliqué. Et on se rend bien compte quand même que les loyers représentent parfois 50% des revenus. Et donc c'est très compliqué avec des bâtiments énergivores, aux familles, précaires, de se chauffer, de s'éclairer. On se rend compte des coûts. Et donc la politique de la commune est d'augmenter toujours le nombre de logements sociaux. Et donc je pense qu'en 2018, au moins 6 nouveaux logements seront inaugurés. Et en 2019, un nouveau projet sur Nîmes va commencer. D'accord. Madame Rocher ? Je pense que des réflexions ont eu lieu en cours de législature, tant au niveau de la rentabilité et de la viabilité de la maison de repos qu'au niveau de l'action sociale. Et je pense qu'une des pistes au niveau du logement qui s'est détachée à ce niveau-là, c'est les collaborations avec le plan de cohésion sociale, qui nous a semblé très important, comme une plan de cohésion sociale CPAS, pour justement travailler sur la viabilité du logement et la salubrité des logements en collaboration avec les candidats locataires pour ne pas qu'ils aillent s'implanter dans des zones qui ne sont pas adaptées à leurs besoins ou soit en termes de mobilité ou en termes d'isolement ou qui ne sont pas adaptées au niveau d'une habitation tout simplement, et c'est des zones de loisirs qui sont parfois inadaptées au logement permanent, je vais dire. On est en accord avec ceci au niveau de l'opposition, Madame Lorge ? Oui, je pense à l'histoire de la crèche. Je trouve ça formidable qu'on crée une crèche, mais on est toujours un peu dans le même problème. On l'avait d'abord mis dans des zones inondables, puis on s'est rendu compte. Et ce sont des pertes de temps qui, malheureusement, paralysent un peu les projets. Je suis heureuse que maintenant, ben oui, elle va être bien, elle est bien située au niveau de l'école, en plein cœur du village, donc ça devrait être positif. D'accord, parfait. Mais écoutez, promesse numéro 2. Pour notre liste, vous, veut vraiment accentuer, je dirais, une lutte contre la vitesse dans les rues. Comment faire ? Eh bien, notre programme, c'est de poursuivre ce qu'on a déjà commencé avec le collège maintenant, c'est-à-dire l'achat de radars préventifs. Ces radars préventifs seraient mobiles, c'est-à-dire qu'ils seraient positionnés à des endroits où, effectivement, le citoyen se sent à un moment donné en insécurité, pour pouvoir, après ça, faire du répressif. Alors, ici, qu'est-ce qu'on en dit ? Promesse tenue ou non tenue ? On lève la main pour ceux qui disent promesse tenue. Hop. Et promesse non tenue. 50%. C'est pas facile. Voilà. Je vais m'exprimer là-dessus. C'est vrai que le collège a poursuivi effectivement son étude de la vitesse dans les villages, puisqu'on a un radar préventif qu'on le déplace régulièrement en fonction de la demande. Ça permet d'objectiver aussi les craintes des citoyens. Par exemple, on nous a parler de trop grande vitesse à Renier-Sart, par exemple, eh bien, de cet instant-là, on va installer le radar et on constate effectivement s'il y a ou pas vraiment un problème de sécurité. On répond aux citoyens, puisque à Renier-Sart, on va installer des coussins berlinois pour pouvoir ralentir la vitesse dans les villages. Donc, on est attentif. Quand on a fait la rue Cherevois, la transformation de la rue Cherevois en zone, je dirais, résidentielle, mais on a tenu compte aussi des remarques des citoyens. C'est une demande importante chez les citoyens, la sécurité dans leur rue ? On a régulièrement des réclamations, je dirais, par rapport à cela, mais on essaye d'objectiver les choses. Donc, je pense qu'effectivement, ce radar pédagogique a ce rôle de pouvoir conscientiser les gens à la vitesse. Et on a un protocole d'accord avec la zone de police. Et dès que le radar préventif disparaît, je dirais, il faut s'attendre à avoir le radar répressif qui arrive et comme ça. On ne prend pas les gens en traître et ils ont pu s'habituer à connaître leur vitesse de passage à un endroit et donc à s'adapter. Ça, l'information est donnée. Voilà. Au niveau de l'opposition, on est d'accord avec ce qui se dit ici ? Oui, mais le radar, oui, il existe, je l'ai déjà vu. Je ne me suis pas fait prendre, c'est bien. Non, mais je reviens peut-être quand on voit, je reste sur Nîmes et le centre, la rue Bastiden, où il y a une école quand même importante et des sorties importantes. Je regrette, à un certain moment, on a vu des agents de sécurité qui étaient là aux sorties de l'école. C'est une zone 30, en principe. Il faut être clair que, malheureusement, même des parents ne respectent pas. Ça, c'est sûr. Mais moi, je serais quand même demandeuse d'avoir plus souvent
par exemple, un agent de prévention sécurité sur place. Même pas la police, parce que bon, un agent avec un uniforme, un brassard orange, parce que là, franchement, les enfants sont en plein milieu du village avec beaucoup de passages. Donc là, on pourra encore faire des choses. Encore à faire. Voilà, mais écoutez, promesse numéro 3. Il y a une activité à Viron-Val qui ne fonctionne pas et qui doit mieux fonctionner. C'est le marché. Le marché à Viron-Val attirait énormément de monde. Aujourd'hui, je vais dire c'est le grand désert. Eh bien, pour nous, il faut, 1, changer l'emplacement du marché. 2, il faut changer le jour du marché. Et 3, je pense qu'il faut réfléchir véritablement à une animation du marché, à un placeur, et véritablement rebooster le marché qui constitue incontestablement un pôle d'attraction, non seulement pour Viron-Val, mais aussi pour l'extérieur. Alors, sur ce point-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Promesse tenue ou non? On lève la main pour promesse tenue. Promesse non tenue, j'imagine. Alors, pourquoi? Parce que, bon, le déplacer, tout ça, c'est bien, mais bon, je suis tout à fait d'accord avec la présentation que M. Lebrun a fait là-bas. Le placeur a une grande importance. À un moment donné, je me suis bien au courant parce que j'ai contacté une personne qui avait ça très à cœur. On avait, même les marchands, les ambulants voulaient s'investir. Il y a plusieurs, peut-être pas loin de 200, et faire une promotion donc, dans les autres marchés pour nous ramener des clients. Ben, je crois qu'on n'a pas tellement suivi ce chemin-là. Et puis le résultat, ben, c'est qu'il est mort. Et maintenant, on a un marché de terroir voilà, qui est très bien, il faut reconnaître, mais qui est quand même assez restreint et qui ne se passe pas toutes les semaines. D'accord. Monsieur Boucaud? Oui, mais je pense qu'on était dans un cycle où les marchés avaient difficile un peu partout. On se rend compte dans la région que les marchés ont des difficultés. Et je pense que se tourner vers un marché de terroir, comme le parc naturel l'a fait en collaboration avec la commune, était la meilleure des solutions. L'année passée, nous avions un marché tous les 15 jours, plus un petit marché intermédiaire. Cette année ici, je crois que Françoise peut le dire, du début avril jusqu'au fin septembre, nous allons avoir 2 marchés identiques de terroir qui s'étoffent de plus en plus, avec plus de 25 marchands qui viennent chaque fois. Et je pense que la population est demandeuse. Et donc ça, je pense que c'est quand même un plus. Et par rapport à ça, je pense qu'on a tenu notre promesse de voir au moins une alternative correcte. Et on a des artisans locaux qui viennent se faire connaître. Et je pense que c'est vraiment un des buts de la... Je vous donne un tout petit peu la parole, étant donné que l'initiative venait de la liste... Dans ce qu'Alain a dit, je pense que c'est un challenge de relancer un marché. On a trouvé une alternative qui est dans l'air du temps et de nouveau qui permet à des producteurs locaux de pouvoir exposer leurs produits. Donc il y a une activité pendant la bonne période sur Nîmes de type marché. Donc oui, on peut dire que notre promesse a été tenue. Les marchés classiques où il y a énormément de vêtements, où il y a peu d'alimentation, sont effectivement en perte de vitesse, surtout pour des petites entités comme les nôtres. Donc je pense qu'on a donné une réponse correcte, je dirais une situation qui était difficile et qui, au contraire, redonne une image encore, je dirais, plus rurale et plus positive à notre commune, puisque ça plaît aussi évidemment aux touristes de passage. D'accord, ben voilà, écoutez... Dans la philosophie du parc naturel, des circuits oui, ça continue du terroir, et c'est vrai que les marchés classiques, partout, ils se réduisent. Et voilà, le nôtre n'a pas échappé à la règle. Nous voyons par exemple que sur Mariembourg, il y a un magasin qui vient de s'agrandir avec un côté bio. On remarque effectivement dans la région, il y a à Chimay, ils suivent aussi un peu le mouvement. Le côté artisanal et donc, bio se développe. Viron-Val et Nîmes restera finalement le cœur du démarrage de cette nouvelle demande, de cette nouvelle structure. Je pense que c'est positif. D'accord, merci. Alors je vous propose maintenant de passer à ce dernier point, c'est la question qui fâche. Vous avez demandé de préparer une question qui fâche pour une des personnes présentes ici sur ce plateau. Je sais que certains n'ont pas fait leur devoir parce qu'ils n'avaient pas de questions qui fâchent à poser, tout simplement, mais qu'à cela ne tienne... Je ne souhaitais pas être dans ce rôle-là. Voilà, c'est ça. Mais qu'à cela ne tienne, il y en a qui en avaient, donc on va leur laisser la parole. Madame Lorge. J'en profite, je ne serai pas très méchante. En fait, je m'adresse aux deux messieurs qui sont face à face. Quels sont les points positifs et négatifs que les groupes pour et vous retirent de la législature? J'ai bien dit positif et négatif. Je vais vous demander d'être bref quand même, de ne pas trop s'étendre. La question est large.
Oui. Évidemment, j'aurais tendance, puisque je suis pour, être plus dans le positif que dans le négatif. Je l'ai dit, je crois qu'on a réalisé pas mal d'éléments de notre programme. Nous avions un programme, on a essayé de le réaliser, je pense, presque à 80%. Commune moderne et solidaire, le centre administratif et tous les regroupements dont j'ai parlé, tous les objectifs collatéraux qu'on a pu régler avec ça, l'énergie durable, en termes de gouvernance, le programme stratégique transversal, on est une des 24 communes de Wallonie qui avons été pilotes en la matière, la crèche qui va commencer la construction, les écoles de devoirs aussi, 3 écoles de devoirs pour aider les enfants en difficulté, le regroupement de nos forces dans le secteur jeunesse, on n'a pas parlé de la jeunesse, beaucoup non plus. On y donne des moyens. Donc je pense que peut-être on a manqué de moyens pour certaines choses, peut-être on a dû attendre. Et si je prends le développement rural, moi j'ai un grand regret, c'est qu'il faut une législature pour faire toute cette procédure de participation et seulement les réalisations à la législature suivante. Donc je dirais beaucoup de réalisations et encore beaucoup de projets en cours en 2018. On travaillera encore jusqu'à la fin de l'année et il y aura encore des projets pour la prochaine législature. Monsieur Skeller. Simplement pour dire que ça fait maintenant 24 ans que cette alliance existe à Viron-Aval. Et je pense qu'elle était bénéfique pour tous les citoyens parce qu'on a une entente cordiale au niveau du conseil communal qui font avancer les projets. On a un regard positif aussi par rapport à l'opposition. Et je crois que c'est vraiment le moteur de notre développement. Maintenant, effectivement, on n'a pas réalisé tout ce qu'on voulait réaliser. Je pense qu'on a fait d'énormes efforts sur le bâti communal, sur le patrimoine communal, entre autres, par exemple, dans la reconversion de nos cimetières pour qu'ils soient des lieux, je dirais, d'émotion, des lieux d'accueil. Je pense qu'il faut continuer à développer les services aux citoyens, mais ce qu'il faudra surtout faire la prochaine législature, c'est se pencher un petit peu sur l'état de nos routes, parce qu'on a fait des choses sur nos routes, mais peut-être pas encore suffisamment, mais on a orienté nos budgets plutôt vers le bâti. Donc voilà, il faut réorienter un petit peu, je dirais, ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et alors moi, j'avais une petite question pour vous aussi, si vous savez y répondre très brièvement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Ma question, c'était de savoir, c'est la première fois depuis beaucoup d'années qu'il y a une réelle opposition à Viron-Aval. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été utile? On a trouvé ça bien d'avoir une opposition? Alors d'abord, ce sont les citoyens qui choisissent et qui décident. Je l'ai salué lors des vœux. Je trouve qu'on a eu une législature très sereine en termes de relations personnelles, en termes de ton aussi qui est donné dans le débat. On n'est pas dans la polémique. Je dois dire, allez, honnêtement, je pense que la liste Viron-Aval autrement a voté 95% des points du conseil communal, même s'il y a parfois des différences ou des sensibilités qui s'expriment, c'est bien normal. Mais en tout cas, je pense qu'on a travaillé ensemble pour le développement de notre commune. Notre PST s'appelle « Pour vous autrement », c'est-à-dire que je pense qu'on a travaillé main dans la main et qu'on a fait ce décloisonnement entre majorité et opposition. Du positif. Et du côté de l'opposition, alors on en a pensé quoi? Bien, je vais dire une chose, c'est que bien sûr on pourrait nous reprocher notre manque d'expérience. Et c'est à la fois notre force et notre faiblesse. Parce que grâce à ça, nous avons un regard neuf. Et je crois que c'était ça notre objectif. Et le nom que nous avons choisi dit bien autrement. Alors, nous essayons de venir avec de nouvelles idées et nous ne sommes pas blasés par la politique. Donc, je crois que c'est très important. Et c'est vrai que nous avons toujours voulu être constructifs. Nous ne sommes pas venus pour détruire, ni casser systématiquement. Ce n'était pas notre but. Les choses, c'est de changer les choses pour les citoyens. Donc du positif également. Exactement. Voilà, l'émission touche déjà à sa fin. Je vous remercie tous d'être venus ici pour ce débat, de vous être prêtés à l'exercice. Je vous remercie également de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Canal C.